Les grands rendez-vous Diamant. À l'occasion du premier grand rendez-vous Diamant à l'automne 2022, Robert Lepage reçoit Guillaume Côté, danseur étoile du Ballet national du Canada, alors qu'il s'apprête à présenter Crypto, sa création novatrice associant danse, théâtre et art numérique. Les grands rendez-vous Diamant sont des rencontres en lien avec la programmation qui permettent d'échanger avec des artistes de réputation nationale et internationale et de se plonger dans leur processus créatif. Originaire du Lac-Saint-Jean, Guillaume Côté danse depuis l'âge de 3 ans. C'est à l'âge de 11 ans qu'il va quitter sa famille pour étudier à l'École nationale de ballet du Canada, à Toronto. En 1999, il intègre le Ballet national du Canada et y est promu danseur principal en 2004. Au sein de la compagnie, il interprète les plus grands rôles du ballet classique et s'attire rapidement une réputation internationale pour sa grande sensibilité musicale, sa versatilité technique et son sens exceptionnel de l'interprétation dramatique. Il se fait inviter sur les plus grandes scènes du monde, comme le Royal Ballet à Londres, le Bolchoï à Moscou, le Staatsoper de Berlin, le New York City Ballet ou la Scala à Milan. Guillaume Côté est considéré comme l'un des plus grands danseurs de sa génération. Il reçoit la médaille de l'Assemblée nationale pour son travail dans les arts et récemment, il a été nommé Chevalier de l'Ordre du Québec. En 2013, il est nommé chorégraphe associé du Ballet national du Canada, où il créera quelques années plus tard son tout premier ballet, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui sera présenté à guichet fermé. Guillaume Côté aime l'audace, sortir de sa zone de confort pour vivre de nouvelles expériences et n'hésite pas à collaborer avec d'autres artistes venant de divers horizons. En 2014, il devient directeur artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur, le plus grand festival d'été de danse au pays. Sa volonté de soutenir la création québécoise restera toujours l'une de ses priorités. Afin de poursuivre ses recherches et de poursuivre de nouveaux projets indépendants, souvent hors normes, il fonde en 2021 sa propre compagnie, Côté Danse. Au sein de celle-ci, l'art vivant et numérique se côtoient, la danse classique et contemporaine s'entremêlent. Il veut faire connaître la danse autrement. Place à la discussion. Bon, ben moi, ma première question, c'est une question un peu niaiseuse. C'est-à-dire que je veux savoir, quand on dit que tu danses depuis l'âge de 3 ans, là, je suis un peu curieux. Est-ce que c'est un concours d'amateur ou est-ce que... Non, ben c'est parce que... merci de m'avoir, premièrement. Merci, Robert. C'est un super de bel honneur d'être ici et de pouvoir parler de mon parcours, justement, que mon parcours qui a commencé très jeune. Moi, ben, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, dans un petit village, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Et puis, dans ce village-là, moi, j'avais des parents qui aimaient beaucoup la culture. Alors, j'ai été chanceux qu'ils faisaient partie d'une école de ballet qui s'appelle le Prisme culturel. Okay. Et puis, dans cette école-là de ballet, mes parents ils faisaient partie de l'administration et tout ça. Mon père faisait même des décors. Okay. Puis pour le spectacle et tout. Puis ma sœur aussi, elle a commencé à danser. Fait que naturellement, moi, je suivais ma sœur. J'aimais beaucoup ma grande sœur. Fait que c'est sûr que j'allais au cours de ballet, puis je suivais. Puis dès un très jeune âge, justement, j'avais 3-4 ans, tu sais, mais c'est pas de la danse, là. Écoute, je pense que... On ne faisait pas faire le grand écart. Non, mais... Mais tes parents n'étaient pas danseurs, ni un ni l'autre, là. Non. Ils s'intéressaient à... Non, ils sont ici ce soir. Hein. Ah, c'est je les souligner, parler d'eux autres comme ça. On fait attention à ce qu'on dit. Alors... Non, ils n'étaient pas danseurs, mais ils dansent très bien. OK. Oui. Papa, là, il y a des bons moves. Là. Des bons moves? Oui. Okay. Dans des parties de famille, ça dansait, mais au max, là, au Lac-Saint-Jean. Ah, ouais. Oui, ça, je m'en souviens bien. Mais non, ce n'étaient pas des danseurs de ballet, ils n'ont jamais mis de collant. OK. J'espère. Là, à l'âge de 11 ans, tu quittes le Lac-Saint-Jean pour aller étudier à l'École nationale de danse à Toronto. Oui. Alors, à 11 ans, tu parles anglais? Est-ce que tu... Non, pas du tout. Ce qui s'était passé, c'est que dans ma formation, j'ai eu des professeurs qui étaient très gentils, très bonnes, mais en même temps, ils étaient limités, ce qu'ils pouvaient m'offrir. Puis aussi, c'est normal que, en tant qu'un jeune garçon qui fait du ballet en région, tu te ramasses quand même le seul dans un groupe de 30 filles. Fait que c'était naturel que moi, j'étais comme, j'aimerais ça continuer, mais à un certain point, j'étais limité au lac. Et puis, j'étais allé au Grand Ballet canadien. J'étais allé faire un été au Grand Ballet canadien, mais
OK. Ils nous avaient mis dans une famille d'accueil pour l'été, comme. Puis j'avais pas une bonne expérience dans la famille d'accueil. Fait que j'ai décidé de revenir à la maison. Ça, c'est quand j'avais 10 ans. Puis l'année d'après, ben, il y avait des auditions à Québec pour le Ballet national de Toronto. Et puis j'ai fait l'audition. J'avais vraiment pas encore en tête de vraiment y aller, mais je me disais, bon, ben, je vais faire l'audition, je vais voir comment ça se passe. Puis justement, ils m'ont accepté. Et puis, ben, je me souviens que c'était quand même drôle parce que je me souviens pas vraiment avoir pris la décision d'y aller, dans le sens que j'étais assez jeune pour me dire, moi, j'aime vraiment danser. Puis mes parents étaient comme, OK. Tu sais, fait que ça a été comme quelque chose de beau. Mais je me suis ramassé là à l'âge de 11 ans, justement, au centre-ville de Toronto. Moi, j'avais été dans des villes, mais comme juste en voyage un peu, mais jamais Mais comme là, on est en vécu. quelle année? On est en 99? Non, Ah, non, 93. OK. 94. Ouais. À l'époque où Toronto, c'était une ville plate quand même. Elle était moins dangereuse qu'aujourd'hui. Ben, je me souviens, il y avait quelque chose qui se passait aussi avec les relations Québec-Ontario. OK, Là, tu sais, ouais, il y avait ouais. quelque chose aussi autour de ça. Puis ça, c'était un peu bizarre aussi pour mes parents de dire, bon, ben, ils s'en vont étudier à Toronto. Non, mais on était sûr que c'était un bon move. J'étais allé, et puis c'est ça, j'étais arrivé au centre-ville de Toronto. Je parlais pas un mot d'anglais. C'est sûr que les 2 premiers mois, là, c'était avant le FaceTime. Fait que, tu sais, c'était vraiment Bel Canada, puis tu mettais des 25 sous, là, puis c'était vraiment dur d'appeler à la maison. Ça dit, l'école de ballet, ben, c'est vraiment une bonne école. Ils font attention à leur personne, à leur talent. Puis il y avait d'autres francophones, j'imagine, dans la compagnie ou à l'école? Ou... Pas beaucoup. Le mur entre le Québec et l'Ontario était quand même très prononcé. Tu sais, fait que, c'est comme les grands ballets canadiens, c'était ça au Québec, puis le Ballet national du Canada, c'était ça en Ontario, puis le reste du Canada. Tu sais, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois qui étaient là. Mais ils enseignaient quand même le français beaucoup, parce qu'en Ontario, il y a beaucoup d'immersion française, tout ça. Fait que j'ai été capable de continuer mon éducation en français. On dirait pas des fois, parce que je crée des mots franglais. Mais là, c'est curieux, parce que je sais pas si c'est la présence de tes parents, mais tu parles avec un petit accent du lac, Ah oui, OK. que je t'ai pas entendu avant, mais alors c'est curieux. Je pense qu'il y a un effet psychologique. Mais... Ça se peut, ouais. Mais non, ben c'est ça. Fait que quand je suis arrivé à l'École nationale de ballet, ben là, c'est un gros ajustement, mais hitbook solide. Là, c'est comme, t'es un enfant de 11 ans, puis t'arrives là, puis c'est vraiment... Mais là, maintenant, il y a beaucoup plus de sensibilité pour la formation. Il y a plus psychologiquement les élèves à intégrer, tout ça. Mais dans ce temps-là, dans le bon vieux temps, c'était pas si longtemps que ça, mais c'était tough, là, c'était dur. On commençait à 8 h le matin, on finissait à 7 h 30 le soir, puis l'entraînement était vraiment difficile. Fait que j'avais pas vraiment le temps de me poser de questions. Puis moi, ben, j'aimais vraiment ça. J'étais en résidence avec 45 gars, puis on avait du fun, puis j'avais un groupe de musique, puis ouais, j'ai continué aussi d'étudier la musique, fait que au Conservatoire de Toronto, fait que ça, c'était le fun aussi, tu sais, fait que rapidement, moi, je suis devenu très bien assimilé, j'étais très heureux. Je pense que c'est devenu plus dur pour mes parents que pour moi, rapidement, parce que c'est devenu mon chez-moi, tu sais. Surtout à cet âge-là, à l'âge de 11 ans, ben, tout d'un coup, ça devient ta famille, puis tout ça. Fait que j'ai passé quand même 5 ans dans l'école. Mais à quel âge tu rentres officiellement au National Ballet? Tu arrives là? Ça dépend, mais d'habitude, c'est ta graduation. Il faut que tu fasses ton secondaire 5. Puis moi, ben, ce qui s'est arrivé, c'est que l'éducation au Québec était plus fort qu'en Ontario. Ça, c'est fun. Parce que quand je suis arrivé là-bas, ben, je pense que j'étais supposé aller en 6e année, puis j'étais allé en 7e année ou quelque chose comme ça. Puis après ça, j'ai fait la 7e année, puis je me suis fait avancer d'1 an encore. Fait que j'ai sauté la 8e année. Fait que j'étais allé directement en 9e année. Fait que j'ai gradué quand même jeune. J'avais 16 ans quand j'ai fini mon secondaire 5. Puis aussi, je pense, je suspecte un peu que quand tu es bon en ballet, ils essayent de te faire sortir pour que tu ailles le professionnel. Mais la raison que ça rapidement. fonctionne, le National Ballet, il vous recrute à votre sortie de l'école automatiquement ou il y a d'autres auditions, il y a d'autres... Oui, il y a des sélection? processus formels. Là, mais c'est sûr que, ouais, quand il y a quelqu'un de talentueux dans l'école,
tout de suite, c'est le fun parce que tu te fais repêcher comme au hockey. Là. Tu sais, c'est comme OK. les directeurs des compagnies vont être comme il y a un petit gars à Toronto qui est vraiment bon. Fait que là, tu te fais contacter par des directeurs de partout pour t'offrir être apprenti ou être corps de ballet ou être ça. Surtout pour les garçons, parce que c'est sûr, dans notre industrie, là, quand tu as un garçon talentueux, c'est sûr que tu as des options. C'est Là, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus compétitif, mais c'est sûr que c'était un peu moins compétitif quand j'étais là. Puis le National Ballet m'avait dit oui, il voulait m'avoir, mais moi, j'ai décidé de partir à New York pendant un certain temps, puis comme explorer un petit peu. Fait que j'étais allé au American Ballet School, qui est pour explorer le bal en Chine. Puis j'ai resté là une couple de mois. Puis le Ballet national du Canada est venu en tournée à New York durant ce temps-là. Et puis le répertoire était tellement bon, les danseurs étaient bons. J'étais tellement fier de la Compagnie du Canada qui s'était produit avec un grand succès à New York. Mais je me suis dit, pourquoi je suis à New York? Qu'est-ce que je fais là? Je devrais être chez nous, avec mes amis, puis dans ma compagnie, puis travailler au Canada. Fait que c'est ça. J'ai décidé de retourner au National Ballet. Puis c'est ça, j'ai été nommé soliste comme en 6 mois. Puis après ça, c'est ça, ça a monté très rapidement. Puis là, j'imagine, je sais que moi, une des découvertes que j'ai faites un petit peu étrange quand j'ai travaillé en opéra, c'est que, surtout dans le répertoire classique, le ténor, souvent, va chanter tel type de rôle, mais ne peut pas chanter tel rôle. La soprano mezzo va chanter plutôt tel genre de répertoire, tout ça. Mais je sais qu'en ballet, il y a un peu ça, il y a un casting, si on veut. Fait que toi, tu as joué bien des princes charmants, tu as joué bien des Roméo. Tous les princes charmants, oui. Tu as fait tous les Ils sont plates, les princes charmants. C'est ça, mais ma question, c'est pas des justement, rôles super... mais t'es-tu senti, parce que c'était principalement du répertoire classique, donc t'es-tu senti comme emprisonné dans un certain casting? Y a-t-il des choses que tu aurais eu envie de danser? Oui, moi, j'ai pas été emprisonné parce que je pense qu'ils m'ont donné toutes les opportunités. Ils ont emmené du répertoire pour moi au Canada. Vu que j'ai décidé de rester au Canada, puis j'ai eu la directrice Karen Kane longtemps, elle m'amenait des chorégraphes, elle m'amenait des gens pour travailler avec moi. Fait que oui, j'ai été vraiment choyé là, pendant comme my prime, comme danseur de ballet. Je pense que c'est de 20 ans à 35 ans, pour le ballet, là, pour les collants et tout ça. Mais ça, c'était vraiment là, mon prime. Parce que moi, elle me laissait partir. Elle me laissait justement aller à American Ballet Theatre, New York. Elle me laissait partir à la Scala, à Londres. Puis en même temps, elle m'amenait des ballets qui vraiment, ça marchait bien pour moi. Mais c'est ça, mais pour bien comprendre, quand tu dis « elle m'amenait des ballets », oui, excuse-moi. Elle amenait le chorégraphe, elle amenait la production, elle amenait le... Oui, par exemple, il y avait une production qui s'appelait Nijinsky. C'est un grand ballet d'un chorégraphe qui s'appelle John Neumeier. Puis ça, je l'avais vu justement à Paris. Et puis, c'est un ballet que je rêvais de danser. Fait que justement, elle a demandé à John si on pouvait acheter ce ballet-là pour que je le danse au National Ballet. C'est sûr, j'étais pas le seul à le danser. Mais moi, ça, c'est un ballet que je voulais vraiment danser parce que c'est un personnage que je voulais vraiment incarner. Parce que justement, après avoir fait des rôles de prince charmant assez longtemps, puis les princes charmants sont vraiment comme je disais, c'est comme une couche, là. Tu sais, c'est comme t'es beau, puis c'est tout, puis tu danses avec précision. C'est sûr qu'il ne faut pas réduire non plus la difficulté de ces rôles-là, mais quand même, ça ne nous donne pas vraiment comme quelque chose de profond. Fait que moi, j'étais vraiment connu pour ça dans ma vingtaine. J'ai dansé toutes les grandes ballerines aussi, parce qu'il y a beaucoup... l'industrie de la danse, ça marche beaucoup avec les ballerines. Les ballerines deviennent très puissantes, dont Sylvie Guillem, avec laquelle tu as travaillé. C'est des ballerines qui ont beaucoup de puissance dans les grands théâtres, comme à la Scala. Il y avait Paloma Herrera qui était à American Ballet Theatre, Julie Kent aussi, il y a Tamara Rojo qui est maintenant une grande directrice partout au monde, mais elle était au English National puis Royal Ballet. Fait que ça, ces femmes-là, ils venaient chercher un partenaire. Ils m'appelaient pour que j'aille danser avec eux. Fait que durant ma vingtaine, j'ai dansé j'ai été comme un slut un peu, là, j'ai dansé... j'ai dansé le prince... Je sais pas ça un blind date, mais si tu appelais ça... Oui, j'y étais à fond là, pour avoir un rire. J'ai comme dansé avec plein de grandes stars féminines de partout dans le monde, puis je me suis fait vraiment connaître pour étant un très bon partenaire, avec une belle sensibilité pour le pas de deux, parce que le pas de deux, ça, c'est un art vraiment assez spécifique. Tu sais, la danse, on pense des fois comme, oui, quelqu'un qui danse, mais nous, le partnering, comme on dit, le partnering classique, c'est quasiment
it's like glorified, I would say maybe, La glorification de... de la glorification du... c'est des petits mouvements précis pour comme... C'est peut-être marionnettisme? Je sais pas, tu sais, c'est de jouer avec une personne, de sentir son énergie. OK. Sans être le porteur, tu es celui qui... Oui, c'est pas qui ça. la manipule, mais qui la supporte et qui la... Oui, puis la supporte, puis qui joue avec son énergie, puis en même temps qui est capable d'apprendre les chorégraphies, qui est capable d'anticiper sa musicalité, qui est capable de raconter l'histoire avec cette personne-là, de matcher son drame, de matcher comme ses instincts sur scène. Fait que ça, il n'y a pas beaucoup de grands partenaires dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables non seulement de danser, mais aussi d'être un bon partenaire pour les filles. Fait que justement, tu sais, quelqu'un comme Greta Hodgkinson, qui est dans le spectacle qu'on présente demain, qui est maintenant à la retraite, mais elle était... elle m'a vraiment bien formé, je pense. Parce qu'elle m'a pris comme quand j'étais un jeune garçon qui venait de rentrer dans la compagnie, puis elle était déjà une très grande star au National Ballet. OK. Et puis, elle m'a enseigné l'art du partnering, tu sais, puis elle me faisait peur. Au début, tu sais, parce qu'elle était vraiment comme strict, puis il fallait pas niaiser, puis elle travaillait. Mais là, il faut déduire qu'en ballet, surtout en ballet classique, le pas de deux, en fait, c'est tu mets en valeur la danseuse. Oui. C'est ça. Oui. Puis là, mais tu essaies, toi, quand même, de tirer ton épingle du jeu un peu. Tu as envie d'être vu, tu as envie d'être apprécié, tout ça. Alors, comment tu fais ça? Il y a des choses, il y a des certains ballets, surtout les ballets plus contemporains. Tu sais. Il y a des ballets plus contemporains dans le répertoire du National. C'est justement ces ballets-là que j'ai demandé à Karen d'aller chercher. Il y avait des ballets de Béjart. J'ai travaillé avec Roland Petit, un très grand chorégraphe en Europe, beaucoup, parce que lui, il crée des choses vraiment le fun pour les gars. Tu sais. Des fois, des pas de deux pour deux hommes. Des fois, mais il y avait des sections plus solo. Puis des choses plus virtuoses aussi pour les hommes. Le monde de la danse a beaucoup changé aussi avec Baryshnikov et Rudolf Nureyev, qui ont justement ils ont mis des solos en plus pour les hommes dans les rôles de prince, dont surtout les ballets de Nureyev, que ça, c'est des ballets que je dansais au National Ballet. Puis j'ai été connu aussi partout pour avoir dansé ces rôles-là très bien. Fait que ça, ces rôles-là, il y avait quand même plus de place que dans un ballet classique normal. Mais ça dit, oui, rendu à un certain âge, je me suis dit, comme moi, c'est le temps, je pense, de prendre un peu plus de place puis de créer mes propres affaires. Justement, c'est pour ça que je me suis lancé aussi en création, parce que je trouvais que j'ai vraiment quelque chose à faire aussi dans la danse classique qui incorpore plus la masculinité. Puis même dans le pas de deux, je pense qu'il y a plus d'échanges égal à faire, et non pas comme le gars qui est toujours en arrière, ou même pour la fille qui soit fragile, puis tout ça. Puis les stéréotypes du ballet comme plus des vieux temps. Là. Okay. Mais bon, donc tu fais beaucoup de ballet classique, évidemment. Le ballet classique, souvent, c'est comme le théâtre, c'est-à-dire que tu joues des rôles, il y a des personnages, il y a des histoires, oui. Des histoires de couple, bon, il y a des ennemis, il y a des combats d'épée, il y a toutes sortes de choses dans le ballet classique. Mais ensuite, il y a aussi la danse contemporaine qui a trouvé sa place dans les grandes compagnies comme le National, puis tout ça. Bon. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont soit un public de danse ou des gens qui sont carrément du milieu de la danse, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est quoi la différence entre la danse classique et la danse contemporaine? Pour un danseur, parce que tu as eu, toi, à faire... Alors, c'est quoi l'approche? C'est quoi la différence? Comment tu approches? Parce que apprendre un rôle, on sait c'est quoi. Oui. Essayer de trouver la sensibilité dans le mouvement de Roméo, de peu importe le jeune premier que tu fais. Mm-hmm. Mais c'est quoi l'approche? Sur quoi on se frappe quand on fait de la danse contemporaine? Qui est plus abstraite? Oui, ben, c'est une très bonne question. Vas-tu avoir une très bonne réponse? Parce que la danse classique peut être très contemporaine aussi. Puis dans la façon qu'on l'approche, ça peut être super, ça peut avoir l'air super moderne, comme Glenn Gould, il a fait des choses avec, des choses de Bach qui étaient plus contemporaines que de la musique contemporaine. C'était comme ses approches, la façon qu'il y a, fait qu'il y a de la liberté quand même beaucoup dans le classique. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le classique, même si maintenant j'essaie de repousser ça un peu parce que je me suis fait un nom vraiment dans cette industrie-là. Fait que j'essaie de faire un nom ailleurs. Puis ça c'est dur parce que les gens t'associent toujours à quelque
quelque chose que tu étais avant. Mais ça dit, la différence entre les deux, ben moi je dirais qu'en classique, on vit dans le monde de la précision. On vit dans le monde de l'exactitude. On vit dans le monde du virtuose, de quelque chose qui est calculé, qui est arrangé, Puis il y a quelque chose de tellement beau là-dedans, de contrôler ton environnement, d'être dans un environnement où tout le monde est juste, tout le monde est c'est pas parfait, mais tout le monde est comme et travaille vers la perfection. La danse contemporaine, on vit plus dans quelque chose qui est viscéral. C'est quelque chose qui est plus émotionnel. C'est quelque chose qui probablement est plus facile à accéder un peu parce que c'est moins, il y a moins de difficultés. Mais ça dit, si les difficultés sont juste différentes, ça veut dire que il y a des éléments d'improvisation. Il y a des éléments aussi de ton corps, de pousser le corps au-delà du physique. Maintenant, il y a beaucoup de chorégraphies maintenant qui sortent récemment, qui sont plus cirque un peu. C'est comme des choses qui, naturellement, en classique, tu n'aurais jamais à faire. Des cambrés vraiment comme super exagérés, des splits de jambes vraiment comme qui n'existeraient pas en classique. Alors, des fois, c'est pousser son corps au-delà du physique. Ça, c'est la danse plus classique contemporaine. Je dirais dans les compagnies classiques, ils utilisent plus ça. Mais la danse contemporaine, comme on voit dans le monde de danse contemporain, ben, c'est plus cérébral, je pense. Il y a quelque chose qui est plus comme... C'est plus une aventure que les gens viennent avec toi parce que c'est un concept peut-être plus abstrait, peut-être que... Est-ce que c'est plus libre? Tu sens-tu que c'est plus libre? C'est sûr que c'est plus donc, libre. Après des années de danse classique, quand tu fais du contemporain, tu sens qu'il y a pas un laisser-aller, là, dans le sens la paresse, mais un lâcher-prise, mettons. Bien, il y a quelque chose que les pas en contemporain sont pas aussi... Ça devient la personne qui est importante. Ça devient le moment, la personne, la connexion, ton partage de comme la musique, la communication qui deviennent super importantes. Tandis qu'en classique, c'est vraiment les pas. C'est vraiment comme l'exécution qui est vraiment, vraiment, vraiment calculée, difficile, précise. Fait que, mais quand j'étais vraiment à mon prime, en classique, là, j'ai eu des moments comme ça en classique. Puis on parle de quelque chose qui s'appelle un narrow corridor en classique, en danse classique. Un corridor étroit. Oui. Je traduis pour les gens de Radio-Canada. Oui, excuse. C'est ça. Fait que, mais c'est comme, en danse classique, il y a juste 3-4 ans que c'est magique. Parce que dans ces 3-4 ans-là, tu as la maturité, ton corps est super en forme et capable d'exécuter les pas puis les choses. Puis aussi, en même temps, tu es à la bonne place dans ta carrière. Puis après ces 3-4 ans-là, ben là, ça commence à être plus difficile pour le corps. Mais tu as la maturité, mais tu ne peux plus danser. Fait que c'est rendu quasiment tragique. C'est quelque chose qui est... Okay. C'est une affaire de 2-3 ans. Là. Quand on parle de sa prime, c'est vraiment vrai que nous, c'est pas long. Là, fait qu'on s'investit toute notre vie. Puis quand on y pense, là, écoute, mettons un ballet comme Roméo et Juliette, là, ça vient à tous les 4 ans. Fait que quand ça revient à tous les 4 ans au National Ballet, ben moi, je fais 3 ou 4 spectacles à tous les 4 ans de ça. Puis si mon prime dure 4 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles. Fait que quand on voit quelqu'un, un danseur, dans sa prime, faire un spectacle spécial de ballet, là, c'est vraiment comme 1 ou 2 des spectacles à vie qui va avoir ce feeling-là. Vraiment que tout va être placé à la bonne place. Fait que pour nous, là, en classique, les spectacles sont super importants. Les choses, il y a beaucoup de pression parce que c'est justement, c'est comme, on attend tellement longtemps pour ce moment-là. On s'est formé depuis l'âge de 3 ans, là, pour arriver comme pile à la Scala de Milan, danser La Belle au bois dormant de Rudolf Nureyev. Cette journée-là que moi, justement, il y a un spectacle qui me revient en tête, là, que j'avais peut-être 26 ans, puis mes parents étaient assis justement à la Scala de Milan, puis j'avais dansé ce spectacle-là. Tout était enligné parfaitement, là, puis j'étais comme, wow, ça c'est quelque chose que c'est un des shows que c'est comme, je pense que ça ne reviendra plus jamais, là, puis c'est sûr, c'est pas revenu. Donc... J'attends encore que ça revienne. Mais comme au cirque, c'est des carrières qui sont courtes. Oui. Comparé au théâtre, mettons, ou comparé à la peinture ou les beaux-arts, tout ça, c'est des carrières qui sont courtes. Oui. Puis toi, est-ce que c'est ce qui t'a motivé quand tu as décidé tout à coup de dire, je veux aller vers la chorégraphie, je veux signer mes propres
Oui. C'est un plan de retraite, tout ça? Non, mais j'ai toujours été super créatif. J'ai toujours adoré le côté chorégraphique. Puis j'adore l'architecture du corps, j'adore travailler avec d'autres personnes, j'adore aussi l'esprit communautaire du ballet en général, de la danse. La danse, ça se fait jamais toute seule dans un studio, c'est rare. D'habitude, la danse, c'est quelque chose de communautaire, tu sais, parce que non seulement tu as ton coach, tu as ta partenaire, tu as d'autres gens, tu sais, il y a de l'énergie, tu sais. Puis dans le fond, il y a quelqu'un c'est Evelyn Hart, avec lequel, justement, je travaille sur un projet en ce moment, puis elle me disait que la meilleure façon de décrire la danse, c'est de bouger les atomes dans une salle. It's to move the atoms in a room. De remuer l'énergie. Puis c'est ça. That's what dance really is. Okay. Fait que c'est le fun quand tu le fais avec d'autres gens. Fait que ça, c'est le côté chorégraphique, c'est ça que j'aime. C'est la collaboration, c'est d'être avec des gens, puis partager des idées, de créer des moments, créer des situations. J'aime aussi vraiment beaucoup l'expérimentation, dans le sens de... Et puis tout ce qui est physique, pour moi, le non-dit, j'adore tout ce qui est sincère. Fait que je pense que je me suis lancé dans la chorégraphie parce que je trouvais qu'il y avait un élément dans la danse classique ça manquait de sincérité. Okay. Et puis, parce que justement, c'est pour ça que j'ai eu une bonne carrière en classique, parce que je pense que les gens qui venaient me voir danser, justement, étaient comme, ben lui, il est bien trop sincère. Là. Fait que c'est ça qui peut-être qui me différenciait des autres grandes stars masculines dans le monde. Mais justement, dans le côté chorégraphique, j'aime ça. J'aime ça, comme être généreux, puis être vraiment comme, me donner à fond. Fait que dans la chorégraphie, ça m'a permis d'ouvrir ça. Mais aussi, je trouve qu'il y a un super de beau potentiel. La danse en général. Je pense que le ballet, j'aime beaucoup, puis comme vous allez voir si vous venez voir au spectacle, j'adore encore l'esthétique ballettique. Il y a quelque chose de vraiment beau dans le placement, dans la technique classique aussi, parce qu'on comprend que c'est pas tout le monde qui est capable de quand même faire ce genre de mouvement-là. Mais par contre, j'aime ça le détacher de l'image du ballet comme des collants, puis justement des princes, puis tout ça. J'aime ça, ramener ça dans quelque chose qui est plus accessible. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est de combiner la danse avec d'autres éléments. Puis moi, je dois dire que c'est sûr que moi, la première chose que j'ai vue, c'était The Nightingale de toi. Le Rossignol, l'opéra qu'on a fait à partir du Rossignol. Puis ça, j'avais vu ça à Canadian Opera Company, quand c'était fait qui est le même fois. théâtre où le National danse. Il faut comprendre aussi, parce qu'on n'a pas cette tradition-là au Québec, mais... souvent, l'opéra, c'est comme si l'Opéra de Montréal avait sa propre maison, ce qui n'est pas le cas, puis qu'elle abrite un corps de ballet qui, souvent, est, par exemple, comme dans le cas à Montréal, à Toronto, c'est le Canadian Opera Company et le National Ballet, par exemple, vont être dans les mêmes... Exact. Fait que moi, je suis allé voir un opéra. Mais moi, on regarde toujours l'opéra parce qu'on a des billets gratuits, tout ça. Puis, excuse-moi, juste un détail aussi, une autre affaire qu'on n'a pas ici. C'est que le National Ballet est intimement associé à l'orchestre. Oui. L'orchestre du building. Du Four Seasons. Donc, par exemple, on a déjà collaboré ensemble sur un projet sur Norman McLaren, et c'était toute une négociation à savoir, si la musique est capable d'être jouée par un orchestre, tu ne peux pas mettre d'enregistrement. Non, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a une espèce de rapport quasi obligatoire, surtout quand tu fais du ballet classique, tu vas monter un grand classique, souvent c'est avec une trame sonore, c'est avec une partition sonore qui est nécessairement jouable par l'orchestre. Fait que c'est toujours de grandes entreprises, tout ça. Nous, on n'a pas cette... on ne pourrait pas se payer ça ici, je pense. Non, mais par contre, ça vient avec d'autres problématiques, cette association-là. Mais pour dire que... C'est ça, j'avais vu cet opéra-là, puis moi, c'est sûr que... Puis j'avais vu aussi Bluebeard's Castle. Fait que je suis devenu un grand fan de Robert, justement. Fait qu'il faut que je le plug, c'est sûr. Grand chorégraphe, grand danseur. On a le même corps. Mais sans joke, parce que...
On danse bien ensemble. Ouais. Ouais. Ben ouais, moi, J'avais dansé à ta fête, là. On était tous les deux, on j'ai une était pointe sur le redoutable. même dance floor. Une mais pointe peut-être pas redoutable. ensemble. Mais Non, mais j'avais vu ça, puis j'ai regardé beaucoup d'opéras, surtout avec mes voyages, j'ai regardé. Puis je me disais toujours, l'opéra, c'est le fun, puis c'est vrai que c'est beau, puis c'est pur. Quand c'est épuré, puis c'est traditionnel, il y a quelque chose de vraiment magique. Mais tout d'un coup, j'ai vu ces productions-là, puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement d'une façon, c'est livré d'une façon contemporaine, différente, avec un œil tellement rafraîchissant, tu sais. Fait que moi aussi, de ces côtés de la danse, j'étais comme, oh my God, je veux faire ça aussi. Tu sais, je veux me lancer dans des développements de, justement, tu sais, d'essayer de développer la danse de façon différente un peu, d'essayer de combiner des éléments qui va faire que ça sera, it's not going to be dusty. Tu sais, ça sera plus poussiéreux, ça va devenir un petit peu plus dynamique, puis, ouais, puis cohérent avec les gens. Puis justement, là, je pense qu'en création, ben, je me suis formé, j'ai formé ma compagnie il y a 2 ans. Mais avant ça, j'ai quand même créé beaucoup pour les grandes compagnies avec leur répertoire, avec la danse classique. Karen Kane te donne l'opportunité de faire en fait, c'est ton premier. Full length. Ouais, c'est ça, le Petit Prince. C'est ton Oui. premier, comme on dit ça, ta première œuvre signée de A à Z, là, qui n'est pas juste un petit tableau, tout ça. Là, c'est vraiment comme tout un. Oui, c'est ça. Oui, ben c'est parce que j'ai toujours adoré le Petit Prince de Saint-Exupéry. Puis je me disais, bon, ben ça serait le fun de rendre ça en chorégraphie. Et puis, j'ai demandé à Karen King, j'avais gagné une grosse compétition de chorégraphie, compétition de chorégraphie, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que comment tu juges ça. Mais c'est ça en Europe, et j'avais présenté comme 2-3 pièces, parce qu'en danse, il y a souvent surtout dans des grosses compagnies classiques, ce qu'ils vont faire, c'est des triple bills. C'est 3 pièces, 3 numéros dans une soirée. Ça veut dire une demi-heure, intermission, une demi-heure, intermission, une demi-heure. Ça, c'est quand même assez standard dans les grandes compagnies classiques. Fait que moi, je faisais beaucoup de ballets d'une demi-heure. Puis, mais pour mon premier ballet complet, c'est ça, j'avais choisi Le Petit Prince. Puis c'est ça, j'ai utilisé toute la compagnie. On a fait ça je pense qu'on a fait comme une vingtaine de spectacles au Four Seasons Center. C'était un super succès. J'ai travaillé avec un grand designer, Michael Leving, que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé toute l'expérience de ça. C'était une nouvelle partition par par un jeune compositeur qui était canadien-chinois, Kevin Lau. Tout était from scratch et tout était canadien. Fait que tous les créateurs étaient canadiens de Toronto. Fait que c'était une Et belle ensuite, expérience. on se rencontre, mais j'essaie de me souvenir où on s'est rencontrés, dans un restaurant, c'est ça? Oui, On se dans un rencontre diner. à Toronto. Et c'est là que tu as envie de faire un spectacle au National avec moi, mais basé sur Norman McLaren. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est qui Norman McLaren, c'est le grand animateur, si on veut. En fait, c'est un grand pionnier mondial là, de l'animation qui a fait plein de films que vous avez vus et que vous ne savez pas que vous avez vus. Tellement ça a passé souvent à la télévision, tout ça. Puis, et ce qu'il faut savoir, pourquoi ça a été choisi, ça, c'est parce qu'il y a une relation intime entre le cinéma et le mouvement, hein, parce que le cinéma, c'est le corps en mouvement avant la parole. Et les films d'animation de Norman McLaren sont inspirés beaucoup du ballet, de la danse contemporaine, et plus il vieillit, plus il s'associe avec des danseurs, de grands danseurs, des grands ballets canadiens, Vincent Warren, ces gens-là, ce qui fait qu'il se met à filmer carrément des ballets. Oui. Dans ces films, ça devient des ballets. Iconiques. Et Oui, c'est ça. danse. Donc, c'était un projet idéal pour un metteur en scène et un chorégraphe, si on veut, parce que ça nous obligeait tous les deux à essayer de trouver une façon d'incarner les idées filmiques de Norman McLaren. Oui. Et là, on a travaillé ensemble. C'était en quelle année? Donc, vous êtes C'est venu à il y a Québec. 4 ans. Oui, ben, je pense que tu réduis un petit peu notre affaire parce qu'on s'était rencontrés comme, je pense, 10 ans plus tôt. Puis ça a appris à se connaître. Puis moi, j'avais dit comme... La première fois que je me rappelle... On était dans un diner. Puis là, Oui, puis tu étais là avec Avec Étienne, c'est ouais. ça. Puis, moi, j'étais là avec puis mon assistant. Puis à un moment donné, dans la conversation, vous m'avez parlé de vos femmes puis vos enfants, tout ça. Puis mon assistant, après, on fait ben. Ils sont pas gays.
Mais bon, Désolé. c'est ça, la première fois que je me rappelle. Mais après ça, on a continué à se parler beaucoup, puis tout ça. Puis moi, je voyais tout le temps tes spectacles, tout le temps, puis tout ça. Puis vous aviez fait l'usine. À l'usine C? Non, pas l'usine, c'est le moulin à images, excuse. Ah oui, oui. Puis le moulin à l'image, vous avez présenté Norman McLaren. Entre autres, oui. Fait que tu m'avais invité à aller voir C'est Norman vrai. McLaren à l'usine à l'image parce que vous avez vraiment travaillé ça déjà. Vous aviez comme. Puis dans ce projet-là, tu étais comme là, je pense que j'ai trouvé la bonne affaire pour nous pour collaborer. Puis c'est ça. Fait que là, on s'est lancé dans cette collaboration-là. Puis ouais, ben je pense que ça a été du jamais vu. Là. Je pense que les gens, même ça revient en juin prochain. Oui, c'est ça. On ne l'aura pas à Québec, mais vous venez répéter à Québec. Oui. Mais on ne l'aura pas à Québec. C'est trop gros. C'est ça. Mais éventuellement, on verra. Il y aura peut-être une version plus. Mais là, en juin, ça va être présenté à Toronto encore. Puis ça va à Londres. Oui, Londres et Paris, on espère, dans les 2 prochaines années. Et puis, ouais, c'est ça. C'est un spectacle qui est... je suis tellement fier de ce spectacle-là. Je pense que... Et on a, parce que aussi, je vais te faire parler de crypto, là, mais on a un projet en commun. Oui. C'est quoi? C'est l'été prochain ça va avoir une première incarnation? À Saint-Sauveur. C'est ça. Donc, on travaille sur un Hamlet ensemble. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi de travailler avec un danseur qui a fait du répertoire classique, c'est qu'il ne veut pas juste danser une chose, il veut jouer un personnage. Oui. Puis il y a le personnage d'Hamlet te sied très bien. Te scie très bien. Te sied très bien. Peut-être qu'il te scie aussi. Mais en tout cas, il te sait très bien. Et ça devient très intéressant parce que moi, j'ai travaillé beaucoup Shakespeare. Je connais bien et en français et en anglais. Puis bon, on sait que ça passe beaucoup par les mots. Il y a beaucoup d'états existentiels dans Hamlet. C'est très, très, très complexe. Là. C'est l'art du monologue aussi et tout ça. Et tout à coup, on essaye de trouver comment le traduire en mouvement. Finalement. Puis ça, c'est l'entreprise. Vous êtes venu il y a un mois, je pense, ici. Oui, il y a un mois, oui. C'est ça. On a fait un deuxième atelier parce qu'on avait, pendant la pandémie, on avait essayé de se voir. Oui. Puis tu t'étais blessé un genou, puis tu ne fais pas danser. Alors, c'est ça aussi, c'est partie des affaires. Mais c'est ça. Donc, on a ce projet-là qui est... Oui, puis moi, pour moi, ce qui est c'est super intéressant et aussi, ça me nourrit comme créativement parce que nous, souvent, notre script, c'est les pas. T'sais, fait qu'on est livré des pas. T'sais, fait que les gens, même si on joue un personnage Roméo, oui, on peut lire le texte, on peut vraiment le lire en détail, mais on a juste les pas. On a juste ce que le chorégraphe nous donne. Fait que si le chorégraphe, il chorégraphie un solo de 1 minute, puis il n'y a rien, ben, tu peux pas rien créer avec ça. Fait que des fois, en danse, les personnages sont réduits. Ils sont réduits à des... OK, bon, ben c'est Roméo, Hopeless Romantic, OK, go. C'est comme... Mais même dans la création de... Justement, j'ai fait un Roméo avec Alexei Ratmansky, qui est un très grand chorégraphe russe. Et puis, juste dans une section de pas de deux du balcon. Toute la scène du balcon, dans la pièce de théâtre, il y a beaucoup de subtilité, il y a du jeu un peu entre les deux, c'est flirtatious, c'est le fun, c'est comme... Tandis que dans le ballet, c'est vraiment comme « I'm in love, let's dance ». Fait que c'est super intéressant de travailler avec toi parce que tu nous ancres toujours dans les personnages. Moi, je suis comme... Mettons que je fais une danse, je suis comme, OK, bon, on est parti sur l'idée que Polonius est vraiment pas content avec Ophélie, c'est ça. Fait que là, we're doing a dance, puis la manette est comme, ouais, mais c'est parce que lui est plus comme ça, puis elle est plus comme ça. Fait que là, il y a de la subtilité qu'il faut qu'il arrive entre les deux. Là, il faut raconter ça aussi. Ça, il y a du backstory. Fait que là, c'est très enrichissant parce que pour nous, ben, c'est facile de réduire les choses à être juste comme une situation dansée, au lieu d'être comme des personnages qui créent une situation complexe. L'affaire que je dois dire, si je t'arrête 2 secondes, parce que justement, mettons que je dois dire 2 mots, je vais dire, ouais, ben ça, c'est peut-être plutôt ça. Tu défais toute l'affaire au complet, tu le refais en 5 minutes. Et ça, c'est la chose, en tout cas, nous, les premières fois qu'on a collaboré avec toi et avec les gens du National sur le premier spectacle qu'on a fait ensemble, c'est la vitesse à laquelle vous travaillez et le vocabulaire que vous avez pour dire, bien là, tu fais ça, là, tu le danses même pas pour le montrer, tu fais juste dire les mots, puis faire 3-4 gestes, puis signifier une affaire comme ça. Et là, tout à coup, le danseur fait une affaire. Tandis qu'au théâtre, nous, on construit de façon...
c'est toujours progressif, puis tu sais, bon, on n'est pas sûr, puis avant de faire le premier pas, tu vas être sûr que tu sais le personnage, il pense tout ça, puis on est bien comme ça. Peut-être une comparaison que je ferais entre le projet sur lequel on travaille présentement, puis justement de s'inspirer d'un texte pour bouger là-dessus, sans les mots. C'est un peu comme quand, à l'opéra, on travaille avec la partition, puis au théâtre, souvent, ce qui va arriver, ils vont être assis, puis là, avec les acteurs, pendant 2 semaines, on présume de ce que les personnages pensent. Oui, il dit ça, mais peut-être que... Puis on est toujours en train de présumer de c'est quoi le subtexte, puis bon. Tandis qu'à l'opéra, la musique, les émotions sont dans la musique, les idées sont dans la musique, les intentions sont là. Fait que tu perds pas de temps à t'astiner. Le premier jour, tu arrives, puis là, ça chante, puis même quand ils ne sont pas dedans, ils chantent, puis la salle est pleine d'idées, puis d'affaires. Puis la musique te dit où est-ce que le gars boit le poison. Tu ne peux pas le boire sur d'autres choses que là. La musique dit c'est là. C'est bon. Fait qu'il y a une affaire qui est bien intéressante, mais il faut que tu trouves ta liberté dans ça. Oui. Comme metteur en scène, comme chorégraphe. Et c'est ça, je trouve, parfois, ça me rappelle ça quand on travaille ensemble, parce que je fais là, toi, tu pars, tu fais ton affaire, tout ça, puis... Et si moi, je vais te dire, en fait, il y a une phrase célèbre d'Hamlet quand il dit telle chose, ça, puis là, puis là, vous pognez ça, puis là, avec ça, vous faites... Ouais. C'est un peu le comparable, tu sais, c'est pas... fait que les choses ne sont pas dictées, mais elles sont là pour être puisées, là, tu sais, puis si tu ne puises pas à même ça, tu ne peux pas vraiment avancer dans Il y a comme une association... comme tu dis, disons que tu nous donnes une phrase, puis que tu dis comme... après ça, nous, on prend ça, puis on y va avec de l'association du corps, l'association du mouvement, blablabla. Puis après ça, des fois, ça dégénère en d'autres choses, puis c'est là que ça devient un peu... Des fois, ça devient intéressant, des fois, moins. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut revenir puis refaire la chose. Fait que j'adore notre processus parce que même avec Frame by Frame, parce que je présente des idées. Puis c'est pas tout le monde qui travaille aussi rapidement. Fait que moi, les danseurs que je sélectionne, c'est des gens qui sont capables de me suivre. Tu sais, je travaille vraiment d'une façon qui est spécifique quand même au côté plus classique de la chose, parce que j'ai tellement appris de répertoire, justement, à cause que je voyageais partout. Puis des fois, j'arrivais à quelque part, au Bolshoi, puis il fallait que j'apprenne une version d'un ballet en 4 jours. Tu sais, c'est un ballet de 2h30, il faut que j'apprenne toutes les pas. Non. Fait que j'ai beaucoup mon propre style de créer. Fait que je pense que c'est ça. Fait que nous, ce qui est le fun, c'est que quand on crée, on est dans un genre d'une suite d'idées. Et puis, justement, de t'avoir avec nous, c'est l'idéal parce que dans notre suite d'idées, des fois, il y a des belles branches que tu es comme, ah oui, mais ça, cette branche-là, ça va super bien là. Mais nous, moi, je n'ai pas à reconnaître les branches. J'ai juste à continuer à créer. Puis après ça, toi, tu viens chercher les mouvements, tu viens chercher les moments aussi. Tu sais, même dans Hamlet, il y a certains moments que, c'est ça, c'était une dernière idée à la fin de la répète. Puis tu es comme, non, il y a quelque chose là-dedans. Là. Tu sais, c'est ce moment-là qu'il faudrait prendre avec le crâne, faire ça. Non. Fait que pour nous, c'est le fun. La collaboration, pour moi, c'est idéal parce qu'on présente des choses qui sont... Aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est inattendu aussi comme collaboration parce que c'est pas comme si, justement, on n'est pas assis là avec le texte disant comme, bon, là, qu'est-ce que Hamlet ferait sur ce monologue-là? Est-ce qu'il ferait comme to be or not to be or not to be? Tu sais, c'est pas du tout. Mais en même temps, il y a quelque chose de vraiment original dans ce qui sort. Dans Frame by Frame, on l'a vu, tu sais, il y a des moments qui étaient comme quasiment accidentels quand nous, on partait d'une chire. Puis là, c'est ça, toi, tu es comme non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose, puis il faudrait le placer de cette façon-là. Puis après ça, toi, tu nous rends comme. Tu nous changes la perspective un peu. Souvent, je trouve qu'il y a une grande liberté dans le monde de la danse, comme dans la peinture. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens peuvent... Puis le théâtre, souvent, il faut ramener les affaires. Il faut qu'il y ait un ordre. Je vais m'expliquer pour que les gens comprennent l'histoire. Fait que ça, il faut que ça soit dit avant ça. Puis ça, il faut que ça arrive après ça. Puis il y a comme une espèce d'affaire. Fait que des fois, j'ai l'impression d'être un agent de trafic, là, tu sais. Je fais le trafic. Oui, c'est bien beau, mais là, le monde... Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une jalousie aussi qui s'installe de choses mais c'est vrai parce qu'au théâtre, souvent, puis c'est vrai que le théâtre peut être plus surréaliste, peut être dadaïste, peut être tout ça, mais très souvent, tu racontes une histoire, puis racontant une histoire, ça vient que c'est avec des règles.
Oui. Le spectateur, lui, bon, il ne connaît pas EREC, mais automatiquement, il a besoin de savoir ça pour adhérer à cette idée-là, puis comprendre, ça, c'est... Il y a une espèce d'affaire. Fait que les metteurs en scène, on développe cette espèce d'automatisme-là, parce qu'on cherche toujours. On cherche le récit, on cherche la dramaturgie, on cherche l'ordre. Oui. Puis j'ai toujours l'impression que j'arrive un peu comme le gâcheux de party, parce que ça part dans tous les sens, puis c'est beau, puis c'est... Puis là, je fais, ouais, mais attends. Ce qui fait que c'est de trouver le juste milieu, c'est-à-dire que cette liberté-là soit encore là, qu'elle communique toute la belle énergie que ça veut communiquer, mais il faut aussi rejoindre le spectateur. Puis ça, c'est toujours très difficile avec avec des mouvements pour dire la chose plutôt que les mots, que les autres, les mots viennent avec des sens. Mais il y a d'autres choses aussi, parce que je pense que la façon que tu vois le mouvement est tellement différente de moi, dans le sens que nous, des choses que je verrais moins, pas importantes, mais des choses que je verrais comme des in-between, toi, tu vois comme des moments importants. Tu vois comme des choses, mais tu vois des choses que moi, je vois pas. Fait que je pense qu'il y a une belle complicité là-dedans aussi, parce que on a tendance toujours, nous, à travailler d'une certaine esthétique. Fait que de tirer des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on mettrait en valeur d'habitude, il y a quelque chose de vraiment beau dans ce processus-là aussi. Je vais qu'on ait le temps quand même que tu nous parles de ta création, parce que, Crypto, tu as fait plein d'autres affaires bien intéressantes. Malheureusement, on ne pourra pas tout couvrir sa carrière, mais j'aimerais ça que tu nous parles de Crypto, puis d'où ça vient tout ça. Puis, Crypto, c'était quelque chose qu'on a commencé avant la pandémie. Ça fait longtemps. Ça fait comme un bon 5 ans. On a commencé à parler. Moi, j'ai un ami, Atom Egoyan. C'est un cinéaste que les gens connaissent probablement. Et Atom Egoyan, moi, j'y avais demandé de faire une collaboration, qu'il m'écrive comme une histoire, parce que moi, j'aime ça raconter des histoires, justement. Puis j'étais comme, j'aimerais ça créer quelque chose de narratif. Je sais que c'est pas cool en danse de créer des choses narratives. Moi, j'aime beaucoup les histoires. Fait que là, j'étais comme, j'aimerais ça raconter quelque chose. Puis vu que lui, son travail, c'est beaucoup sur la psychologie et tout ça, j'étais comme, OK, peut-être que ça va bien marcher. Puis lui, il était en plein milieu il était en plein milieu. Il était en plein million, ouais. Son nouveau film, peut-être, là. Mais il est en plein milieu d'une nouvelle création. Fait que lui, il m'a référé à quelqu'un qui s'appelle Royce Vavrick. C'était un gars c'est un gars qui demeure à New York, à Brooklyn, mais qui est de l'Alberta. Et lui, il venait justement de recevoir le prix Pulitzer, un grand prix très prestigieux pour un opéra qui a écrit called The Angel's Bone, avec une compositrice qui s'appelle Duyan. Et j'étais allé le rencontrer à New York, puis on s'est mis à parler, tout ça. Puis là, justement, j'avais la partition de son opéra était vraiment, vraiment flyée. Fait que j'étais comme, OK. Après ça, on s'est assis, puis j'ai demandé comme de me raconter le récit de Angel's Bone. Puis il était comme, mais là, c'est à côté, c'est à propos d'une femme et un homme qui se rencontrent, puis après ça, qui trouvent un ange sur le bord de la route, puis puis ils l'adoptent. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, t'es comme, and then they sell her on a Korean sex trade. And I'm like, oh, OK. Tu sais, c'est comme... Ils la vendent sur le marché... marché humain. Là, Le marché humain de la Corée. Comme. Fait que là, j'étais un peu comme... Là, je me suis dit, OK, c'est assez intense son affaire. Puis justement, c'est pour ça qu'ils ont gagné le prix Pulitzer, parce qu'ils ont exposé en Corée toute cette industrie du sexe, là, que les gens n'en parlent pas. Puis ils ont fait une grosse opéra, justement, en Corée à propos de ça. T'sais. Fait que je trouvais que c'était... Wow! Il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans cette personne-là. Fait que là, on a commencé à parler back and forth. On a eu des retours. Et puis, c'est ça, il m'a présenté l'histoire pour Crypto, qui était comme une histoire qui est quand même assez simple. Mais je voulais comme un conte de fées un peu. Je voulais quelque chose d'exagéré, quelque chose qui pouvait non seulement raconter une histoire, mais aussi avoir un thème. Un thème plusieurs thèmes, dans le fond, qui peuvent comme traduire des intentions pour les personnages, tout ça. Fait que lui, il a écrit Crypto. Et Crypto, justement, il m'a présenté ça étant comme un couple plus établi dans leur relation. Puis ça va mal. Il y a de la difficulté. Ils sont tous les deux très
ennuyés un par l'autre. Mais l'homme, il veut vraiment garder la relation, il veut vraiment comme s'investir dans son mariage. Et puis, ils ont entendu parler d'une créature cryptozoologique qui... Prends le temps de bien le prononcer puis de nous expliquer c'est quoi. Oui, c'est ça. Crypto quoi? Cryptozoologique. Zoologique, OK. Et puis, ça, dans le fond... On ne parle pas de la monnaie crypto. Non. OK. Puis ça, c'était avant que le crypto devienne super populaire. Mais cryptozoologie, c'est l'étude des animaux non classés. OK. Ça, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Fait que ça, c'est une créature qui est mythologique, qu'eux ont entendu parler que cette créature-là peut guérir tous les mâles dans les relations, et ils peuvent les rendre riches et célèbres. Ça va tout résoudre leurs problèmes s'ils trouvent cette créature-là. Fait qu'elle, elle lui demande d'aller trouver cette créature-là mythique. Comme de fait, lui, il va, et il la trouve, et il la ramène, il offre sa femme cette créature-là. Et puis, vu que, naturellement, c'est une créature sauvage, ils sont incapables de la domestiquer, ils sont incapables de la garder. Alors, ils décident qu'ils vont employer un chirurgien plastique pour la transformer et la rendre plus humaine. Et comme de fait, ça n'a pas un bon résultat. Tout devient difficile. Je ne vais pas vous vendre la fin, mais, OK. Mais quand même, ça finit pas bien. Tu sais. Mais... Mais tout ça pour dire que j'aimais l'histoire parce que non seulement il y avait l'idée de l'humain qui est obsédé avec prendre quelque chose de sauvage et de le dénaturer. De dénaturer tout ce qu'on ne comprend pas, d'essayer de transformer les éléments qui sont sauvages pour les rendre plus humains. Puis il y avait aussi le côté de relation. Dans une relation, si ça ne va pas bien dans ta relation, tu ne peux pas aller chercher quelque chose d'ailleurs. C'est pas une nouvelle maison qui va rendre ta relation plus forte. C'est pas des enfants qui vont rendre ta relation plus forte. C'est la relation entre deux personnes. Il y a juste le travail entre ces deux personnes-là qui peuvent renforcer le lien entre les deux personnes et non pas aller ailleurs chercher d'autres choses pour renforcer la relation. Fait que j'aimais ces deux idées-là. Fait qu'on s'est lancé dans la création de ça. On est allé au Banff Center for the Arts. On a créé là, il y a un compositeur. Le compositeur, son nom, c'est Michael Carlson. Lui a travaillé beaucoup en Europe avec un grand chorégraphe qui s'appelle Alexander Eichmann. Et puis c'est ça, on lui a demandé s'il voulait faire la partition. Il a fait toute la partition du début à la fin. On a travaillé avec des acteurs, on a travaillé avec du texte, parce que Royce, justement, lui, c'est un librettiste. Originairement, c'est un librettiste d'opéra. Ça veut dire qu'il écrit tous les mots pour les opéras, pour certains opéras que lui crée avec plusieurs compositeurs. Et puis Royce, c'est ça, lui, il voulait incorporer le texte aussi dans la production. Fait qu'on a commencé à développer cette idée-là. Comme vous allez voir, on a gardé certains moments de texte pour donner du contexte. Mais le texte est plus poétique que genre d'une narration. Ça ne nous raconte pas vraiment l'histoire, mais ça nous donne des petits indices sur comme leur relation, qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça, fait qu'on s'est mis dans la création de ça. Moi, j'ai adoré le processus. J'ai adoré travailler en petits groupes comme ça, parce que quand tu rentres dans le studio dans une compagnie comme le Ballet National ou l'American Ballet Theatre, tu rentres dans un système. Tu rentres dans un gros groupe de gens, puis tu es là pour 4 semaines, puis il faut que tu crées, puis il faut que tu y ailles avec les formules qui sont déjà en place. Fait que ça ne permet pas vraiment l'expérimentation, ça ne permet pas de faire des choses différentes, d'essayer des choses aussi. Fait que tout d'un coup, avec un plus petit groupe, puis un groupe que moi j'ai assemblé, on avait plus de liberté pour essayer des choses. Et puis, c'est ça, fait qu'on a continué à développer le projet durant la pandémie. On était supposé faire la première avant la pandémie. Durant la pandémie, on a continué le projet. Et puis c'est ça, on a fait la première éventuellement. On pensait probablement que le projet était mort durant la pandémie, mais ça a fait que tout le monde l'a reprogrammé après la pandémie. On était très, très heureux. Et puis, c'est ça, là, on a eu une belle tournée au Québec, on a eu aussi pas mal en Ontario. Et puis maintenant, ça commence à être demandé en Europe et tout ça, fait qu'on va voir si ça va avoir un futur. Le public avait quelques questions à poser à Guillaume Côté. Écoutons-les. On a une question là-bas, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir une chose. Autre que le ballet,
OK? Est-ce que vous allez voir d'autres shows de danse? Oh my God. Et, exemple, et aussi, comme un genre de sous-question, l'émission Révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, je sais que c'est pas du ballet, mais c'est ce que je voudrais savoir, grosso modo. Moi, une chose que je vais dire, franchement, c'est que j'adore tous les styles de danse. Comme vous pouvez voir aussi au Festival des Arts de Saint-Sauveur, où on programme de la danse, je programme de tout, de la claquette, de la danse contemporaine, de la danse classique. Je trouve qu'on a trop de snobisme un peu dans le monde de la danse. Il y a quand même des gens dans le classique qui n'aiment pas le contemporain, puis vice-versa aussi. Il y a beaucoup de contemporains qui haïssent le classique. Puis je trouve on peut tous s'aimer, on peut tous s'adorer, on peut tous aussi comme, se supporter, parce que la danse, en général, il y a quelque chose de beau dans tous les styles. Puis tout ça pour dire que oui, Révolution. Même dans Révolution, il y a quelque chose de vraiment fantastique. Moi, je trouve qu'il faut en parler. C'est un phénomène d'avoir de la danse à la télévision pour tant de jeunes qui, eux, en font partie, ils s'approprient la danse. Écoute, c'est fantastique. Pourquoi pas? Ça dit, je vais être sur Révolution. Mais ils vont faire un genre de feature là, sur mon travail. Mais, C'est vrai? Oui, ils ont décidé de faire un genre dans leur finale cette année. Fait que là, ça, c'est un peu un scoop, là, parce que c'est pas annoncé. Mais justement, parce que... Tu veux-tu être un des chanteurs masqués aussi? Non, moi, j'attendais le bon contexte, mais on m'avait demandé d'être un juge sur Révolution. Puis au début, j'avais pas vraiment aimé le contexte de dire on y cherche le meilleur danseur au monde. Ça, je trouvais que, OK, là, ça vend quelque chose de pas correct à la nouvelle génération. Je voudrais jamais aller à la télévision puis dire comme toi, tu es le meilleur danseur au monde. Parce que je travaille avec les meilleurs danseurs au monde, puis non, ça prend plus que ça. Mais ce qui est le fun, c'est de voir vraiment l'enthousiasme autour de ça. Et puis ouais, je pense que c'est le fun qu'il y a plein de styles présentés, justement, à Révolution. Et puis moi, je pense que tout style de danse, ça a sa culture. Aussi, ce qui est le fun dans la danse, c'est qu'on apprend beaucoup de côté culturel aussi des gens, tu sais. Il y a de la danse, justement, de la danse indienne, folklorique indienne, qui est fantastique. Le détail là-dedans, c'est incroyable. Justement, là, on parle avec un groupe de danse irlandaise pour venir au Festival des Arts de Saint-Sauveur, parce que là-dedans, le rythme, là-dedans, le river dance, tout ce qui se passe autour de ça, c'est fantastique. Fait que oui, pour répondre à ta question d'une façon très longue, j'adore tous les styles de danse. Ouais. Juste une dernière petite question. Ouais. Si ça serait à refaire votre carrière, est-ce que vous seriez encore dans le ballet ou complètement ailleurs? Non, j'aurais fait le même parcours. Ah, okay. Ouais, parce que je trouve que, aussi une chose que j'ai vraiment adoré de mon parcours, c'est que j'ai décidé de faire ma carrière au Canada, j'ai décidé de rester ici. Moi, je suis très heureux d'élever mes enfants au Canada et aussi de prendre, d'aider aussi la communauté de la danse canadienne. Je pense que j'aurais pu faire une carrière à Londres ou à New York ou partout, mais non, je suis très heureux avec mes choix. Puis là, je suis très heureux pour le deuxième acte de ma carrière, dans le sens que de m'en aller dans la danse plus contemporaine, dans la création, de tout libérer mon côté un petit peu plus wild. The Masked Singer. Jacques. Bonjour. Je voulais savoir, ça m'a vraiment étonné quand tu as dit, dans mon prime, j'étais très, très précis. Tu as parlé de précision. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que, moi qui aime la danse, je ne reconnais jamais si c'est précis. Je ne peux pas apprécier. Tu sais, ce que tu disais tout à l'heure, tout est placé. Je ne peux pas apprécier ça, mais j'adore ça quand même. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton public, j'imagine, c'est pas juste des danseurs qui vont te voir. Alors, à ce moment-là, comment juges-tu ça? Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'on ne peut pas dire « Hey, là, ça, il l'a vraiment ». Tu sais, pour toi, c'est précis. Non, mais c'est une très bonne question parce que nous, c'est le standard. Tu sais, le standard est gardé par les compagnies, par les coachs, par tout ça. Fait que quand je parle de prime dans une compagnie classique comme le Ballet national du Canada, le Bolshoi, c'est les lignes, c'est la façon que c'est livré. Puis ça, c'est comme...
dans le fond, le management du National Ballet of Canada, tu sais, les directeurs, tout ça, fait qu'eux autres, ils veulent toujours s'assurer que c'est la meilleure personne qui est sur la scène à ce moment-là. Et puis, ben, dans le fond, le juge, ben, ouais, tes collègues, dans le fond. Tu sais, s'il y a 3 autres personnes qui sont meilleures que toi en arrière, ben, tu perds ta place. Tu sais, c'est comme... OK. Fait que c'est ça, la compétition. C'est pas nécessairement ton public. Tu sais, c'est jugé plus interne. Puis la danse classique, c'est les gens qui s'y connaissent. C'est des gatekeepers. C'est quoi en français? Gatekeeper, ben, les gardiens de la barrière. Là. Ouais, c'est ça. Gatekeeper. Non, mais ceux qui... C'est pas poétique. Non, mais Bon, je cherche c'est le ça. terme. Il y a sûrement un terme très, très raffiné en français. Les gardiens qui gardent vraiment comme les 5e positions. Puis même là, moi, ben c'est ça, j'avais comme, justement, tu sais, dans ma prime, j'ai eu une grosse opération au genou. Je me suis débattu le genou sur scène. Et puis, quand c'était reconstruit, ben c'était reconstruit d'une certaine façon. Puis même là, tu sais, je me souviens toujours que je vais avoir la première critique quand je suis revenu sur scène. Si c'était vraiment quelqu'un qui était comme « Ah oui, c'était super, blablabla », mais on se rend compte qu'il ne peut plus comme faire la même chose avec son genou droit. Parce que mon genou a été opéré, puis j'étais plus capable de le tendre parfaitement, tu sais. Fait quand même, on voit que non, le public ne sait pas tant que ça, mais il y a toujours des gens qui sont là pour te le dire. Non, tu n'es pas aussi bon que tu devrais l'être. Fait que c'est une industrie super, super dure, compétitif, critiqueux. Fait que c'est ça la danse classique. Il faut avoir des... Mais laisse-moi dire que pour nous, c'est pas vraiment si important. Non! Ben, c'est le fun d'entendre ça, ouais. Merci beaucoup. T'es fin. Merci, Jacques. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je serais curieuse de savoir, vous avez pris 5 ans pour faire la création. Puis, entre-temps, justement, il y a eu la pandémie. Est-ce qu'au niveau créatif, ça l'a affecté? Est-ce que vous vous êtes remis en question selon ce qui se passait au niveau planétaire? Absolument. Ben, une chose que j'ai remis en question, c'est mon choix de carrière durant une pandémie. Ça a été très difficile pour l'industrie de la danse. En général, nous, je pense qu'au théâtre, ça a dû peut-être la même chose, mais pour nous, ça a été vraiment comme une réalisation très difficile que vraiment rapidement, on n'avait plus de travail, on n'avait plus de job, puis ça a été long avant qu'on soit reconnus étant des travailleurs comme importants. Ça dit, on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus nous voir, même moi personnellement, qui sont venus me voir pour nous dire comment ils s'ennuyaient de nous, puis comment on enrichissait leur vie. Mais question comme gouvernement, question au Canada, ça a été dur. Là. Ça a été dur pour les artistes en général. Fait qu'un projet comme Crypto qu'on avait commencé, on avait investi même de nos sous à nous, moi et Étienne, qui est le co-directeur de Côté Danse. Tu sais, c'était démoralisant d'arriver dans un projet. On avait vraiment mis beaucoup de notre cœur là-dedans. On dit 5 ans, mais tu sais, on travaille 2 semaines. Après ça, on travaille un autre 2 semaines, 6 mois plus tard. Tu sais, c'était pas comme 5 ans de fil. Mais on avait quand même investi beaucoup d'énergie et de sous. Fait que quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que ça nous a démoralisés. Et puis, on a eu vraiment des moments où on était comme, ben là, je pense que si ça tombe à l'eau, ben on a investi assez de notre argent dans quelque chose comme ça pour dire, bon, mais je pense que ça ne reviendra pas. Mais tout ça pour dire que je suis très content de comment ça a développé. Et après la pandémie, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que les gens sont revenus au théâtre puis que les gens vraiment sont vraiment tellement heureux de nous avoir de retour. Et pour Crypto, ben, je pense que ça a donné un peu plus de temps. Ça a donné un peu plus de temps pour la faire mûrir, pour revenir à la production. On a eu des changements de distribution. Avant la pandémie, on avait 2 autres danseurs qui dansaient avec nous, dont je devrais parler un peu des danseurs qui vont faire partie du spectacle demain. C'est justement, il y a Greta Hutchinson, qui est c'est une des plus grandes danseuses de l'histoire du Canada. Et puis maintenant, elle est un peu plus âgée. A pris sa retraite au Ballet national du Canada et maintenant, elle danse avec Côté Danse. Et ce que j'adore d'elle, c'est qu'elle a une maturité incroyable. Il y a quelque chose, il y a un poids dans voir quelqu'un qui est un peu plus avancé dans sa vie, danser sur scène comme ça. Elle a une maîtrise de la salle, elle a une maîtrise de son corps qui est incroyable. Après ça, après la pandémie, quand on est revenu, ben, on a engagé, j'ai trouvé
c'est un petit joyau. Elle danse, a dansé avec Netherlands Dance Theater longtemps, et puis est maintenant pigiste à Berlin, mais c'est une des plus grandes danseuses dans le monde contemporain parce qu'elle est capable de faire des choses avec son corps que personne d'autre est capable de faire. Elle est contorsionniste un petit peu, mais en même temps, elle n'est pas contorsionniste parce qu'elle a beaucoup plus de qualités qu'une contorsionniste aurait, dans le sens qu'elle a vraiment comme une qualité, vraiment une belle sensibilité. Elle a aussi vraiment une façon de bouger avec la musique, puis incarner le rôle justement d'une créature cryptozoologique. Ben, on avait besoin de quelque chose, quelqu'un qui allait être non seulement bon, mais aussi comme fantastique. Et puis Kassia, c'est incroyable. Et on a Natasha Poonwoo qui, pour le mouvement, pour la chirurgienne, je voulais quelqu'un qui travaille vraiment d'une façon exacte, qui bouge d'une façon comme absolument détaillée, mais en même temps très précise, rapide. Et puis, c'est ça. Puis ça, ces deux danseurs-là sont venus dans la production après la pandémie. Fait que oui, il y a eu des changements, c'est sûr. Mais au niveau dramaturgie et de la pertinence, mettons, exemple, du thème de la pièce, est-ce qu'il y a eu comme des remises en question? Est-ce que de se poser la question, est-ce que c'est essentiel? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Est-ce qu'il y a eu une trame qui a été modifiée à travers la création ou ça s'est vraiment c'est gardé tel quel? Oui, ben c'est intéressant parce ans. que, oui, c'est sûr que plus on travaillait avec l'histoire, plus on se disait, bon, mais exactement ce que tu dis, tu sais, comme, est-ce que ça veut encore, est-ce que c'est encore pertinent de présenter cette histoire-là après la pandémie qu'on vient de vivre? Est-ce que les thèmes sont encore aussi, je pense, are they relevant? Are they completely... Oui, c'est ça. Et puis, on s'est dit que oui, on a ajusté plusieurs choses. C'est quand même assez sensible comme histoire. C'est capturer quelqu'un, comme attacher quelqu'un sur scène. Il y avait des éléments comme... Un petit peu, il fallait être sensible à ça. Tu sais, un homme, puis moi, je capture une femme. Je voulais faire attention qu'on était sensible dans la façon de faire les choses. Rester d'une façon poétique. Puis, c'est ça, on a retravaillé plusieurs choses pour rester quand même d'une façon plus comme dans le mythique, dans le conte de fées. Et puis, ça a été un changement parce qu'originalement, on avait vraiment raconté l'histoire un petit peu plus comme... je pense que c'était plus réel. Puis là, maintenant, c'est devenu comme on a créé un monde vraiment différent. Aussi, il y a le multimédia aussi qui est arrivé plus après la pandémie. On a créé un petit peu de multimédia pour aider avec le narratif du spectacle. Merci beaucoup. Oui. En une phrase, comment vous décriverez votre pièce? Compliqué dans le détail. Je pense. Ça serait ça. Je pense que c'est comme... faut y aller en essayant d'accepter que c'est tous les petits éléments, puis la façon qu'on fait les choses. On n'y va pas avec... Je sais qu'il y a beaucoup de shows de danse qui tournent autour de l'énergie, puis la puissance de l'énergie, puis c'est très, très à la mode en ce moment de faire comme des grosses bouger beaucoup, puis de se tirailler, puis nanana. Fait que Crypto, c'est plus... On vit plus dans la précision, dans l'idée de la psychologie, mais en même temps, on bouge dans des séquences qui sont exactes, puis dans des choses qui résident dans le détail. Ouais. C'est toute l'approche détaillée des danseurs, je pense, qui fait que le spectacle... Et c'est comme, if you want somebody to... si tu veux que quelqu'un t'écoute, il faut que tu chuchotes, c'est ça. You have to whisper. C'est le genre de choses qu'on essaie de faire avec Crypto. Je pense qu'on essaie d'amener les gens... C'est plus qu'une phrase, là, ça. Je le sais. Après 21, j'ai arrêté de compter. Après ça, j'ai justifié l'affaire pendant 1 heure. Ouais. Pour un danseur, je parle beaucoup. Hein? C'est bon. Oui, alors on a une question ici. Oui. Est-ce qu'il y a un projet artistique auquel vous pensez, mais que vous dites qu'il ne se réalisera jamais parce que c'est trop fou? C'est en dehors de mes compétences. Ça peut être en danse ou ailleurs. Exemple, être mis en scène par un grand metteur en scène, comme comédien,
ou danser avec Louisa Cavalier? Je ne sais pas, quelque chose que vous dites qui ne se réalisera pas? Ben, pour l'instant, tout ce que j'ai pensé s'est réalisé. Et même faire un nouveau projet avec Robert, avec ma compagnie, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Ouais, mais je pense que la grandeur d'un projet, c'est pas nécessairement ça qui m'intéresse. J'ai fait des gros projets avec des grosses compagnies. Puis je trouve que ça complique les choses un peu. Des fois, c'est les petits projets qui font que... mais je pense que... Ouais, ben je pense que ça va dépendre de... Ouais, ça va dépendre du processus. Ça va dépendre aussi de comment on avance, comment j'avance. Puis chaque projet est inspiré par les gens que je rencontre, des collaborateurs. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes que j'admire beaucoup, avec lesquelles j'aimerais encore travailler, des compositeurs, d'autres danseurs aussi. Mais ça dit, j'ai quand même été choyé. Là. J'ai eu pas mal tous mes rêves jusqu'à maintenant. Il faut en laisser aux autres. Hein, c'est ça. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a peut-être une question. Ouais. Allez-y. Dernière question. Oui. En moyenne, un danseur ou une danseuse peut danser jusqu'à quel âge? Tout dépendant aussi peut-être de sa forme physique en moyenne. C'est qu'un danseur, là, ça peut aller jusqu'à quel âge? Bien, je pense qu'il faut dire qu'un danseur, ça peut danser toute sa vie, c'est sûr. Puis ça va danser toute sa vie. Je pense qu'un danseur, naturellement, ça va danser dans sa douche ou dans des parties de Noël, papa. Toute sa vie. Mais je pense que oui, professionnellement, danseur classique, je dirais pour les hommes, ben, c'est 40 ans. Moi, j'ai 41. Pour danseurs contemporains... Tu passes ces dates? Oui, je suis expiré, moi. Ah, bon. Non, il est borderline, comme on dit, des fois. Oui. 41. Mais danse contemporaine, ben ça va vraiment beaucoup plus longtemps. Ça dépend de la forme physique, ça dépend des blessures, ça dépend du matériel aussi, ça dépend de la pièce. Il y a certaines pièces... Justement, il y avait une compagnie aux Netherlands, en Hollande, qui s'appelait Netherlands Dance Theater 3. Puis ça, c'était pour des seniors. C'était pour des gens qui étaient plus avancés dans leur vie. Mais c'était du répertoire qui était créé spécialement pour eux. Fait que si tu as un chorégraphe qui veut travailler avec toi, puis c'est ça, puis il trouve qu'il y a des choses puis c'est encore cohérent avec ton physique. Même dans Hamlet, on a 2 personnes qui ont en haut de 50 ans. Là, c'est parce que tu dis ça à quelqu'un qui a 64 ans. Je suis pas impressionné, là. Ben, je trouve que c'est intéressant, non? Non, mais tu sais, c'est parce que je t'entends dire tantôt, Greta est plus mature. Oui, dans le monde de la danse, peut-être, mais tu sais, c'est quand même une jeune. Oui, jeune, c'est une artiste qui est encore très jeune. Fait que c'est sûr, dans les standards de la danse, c'est sûr que... Oui, c'est sûr. Mais il y a une compagnie à Toronto aussi qui s'appelle The Old and the Reckless. Je suis plus capable. Puis ils ont tous 62, 63. Non, mais ils sont de tous les âges. Puis justement, il y en a qui y a des chorégraphies qui sont assis, qui dansent comme... Puis c'est super beau, c'est magnifique, là. Ouais. C'est ça qu'ils font? Mon prochain show, Robert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait le temps peut-être pour une autre question. Ah oui. Mais il faut aller au micro, par exemple. T'as peur, hein? Bon, c'est ça pour vous dire que en tant que parent, des fois, on peut paraître marâtre d'envoyer son enfant de 11 ans à 1000 km. Mais disons que c'est la première fois que je le dis à des gens, hein, au micro, en tout cas, que déjà, jeune Guillaume, à 3 ans, même au prisme culturel, on nous disait qu'il avait du talent. Ça ne sert à rien, il y a du talent en danse. Il faut qu'il continue en danse. La directrice artistique, France Pro, qui quand même, que le prix, c'était une très bonne école. Il y avait de très bons professeurs. Il y avait même plusieurs garçons qui dansaient. Même le mari de la chorégraphe dansait, lui aussi. Fait que France nous dit, bon, Guillaume, il faut qu'il aille plus loin. Fait qu'on l'a envoyé à Montréal. Puis là, à Montréal, ben, c'est à cause du groupe de garçons, ça ne faisait pas. Il a passé l'audition à Toronto, on a tout dit ça tantôt.
Mais même à Toronto, nous autres, on y allait souvent. Parce que nous autres, donc, il était avec, quand il a commencé à Toronto, il était avec un de ses cousins, avec Raphaël. Il était 2. Donc, ça allait bien au début. Mais nous autres, on le suivait parce qu'on disait tout le temps, bon, il faudrait bien qu'il revienne, hein, quand même. Mais on nous disait toujours, qu'il y a du talent. Bon, il allait assez souvent pour rencontrer les professeurs. Même que, moi, il y a un professeur, un moment donné, une femme qui enseignait à Guillaume, puis elle disait, laissez-les donc tranquilles. Restez un peu chez vous. Lâchez-le. Il faut qu'il y aille en Europe, il faut qu'il y aille dans... Il y a vraiment de talent. Fait que tout ça pour vous dire que vous avez des enfants, des petits-enfants. On est responsable du talent de ces enfants aussi. On est vraiment responsable. C'est une responsabilité en tant que parent. Donc, il faut s'oublier. Et puis, je pense que... Aujourd'hui, on peut dire que quand on se met dans le contexte d'il y a 20 ans, moi, je suis fier surtout parce que je me dis que Guillaume, au moins, au Canada, il a apporté quelque chose à la danse. Merci, Guillaume. Merci. Merci. Et bien sûr, sur ces bons mots, merci beaucoup. Ça finit bien la conversation. Alors, en fait... Moi, pour ne rien manquer des prochains grands rendez-vous, abonnez-vous à l'Infolettre du Diamant et inscrivez-vous à notre balado sur votre plateforme préférée.